Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film exceptionnel de 2013. Vous l'avez deviné, Le vent se lève. On est de retour pour le studio Ghibli. Ouais, alors un film du coup que j'avais pas parlé dans un premier temps. On s'était arrêté juste avant Princesse Mononoke avant que je change un petit peu les choses. Du coup, Le vent se lève 2013. Dernier film en date d'Hayao Miyazaki. Donc son 11e de sa carrière, après les 10 qu'il a fait pour le studio Ghibli et le château de Cagliostro avant son premier en 1979. Son 11e pour l'instant, parce que son 12e va sortir littéralement cet été. Et vous, comment vivez-vous? Vous avez certainement entendu parler, on l'attend avec grande impatience, bien évidemment. Le 24e film du studio Ghibli. Alors, ce film raconte une histoire, j'ai envie de dire, un peu historique, fiction, réalité, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que pour la première fois de sa carrière, Hayao Miyazaki va raconter une histoire qui est quand même basée sur une réalité. C'est-à-dire que ça reprend des éléments qui se sont réellement passés dans l'histoire. Déjà, Le vent se lève est inspiré de deux choses, le film. Le roman, Le vent se lève, écrit par Tatsuo Ori. Tatsuo Ori est né en 1904 et il est mort en 1953. Il est à l'origine du roman Le vent se lève, qu'il a écrit entre 1936 et 1937. C'est une histoire qui ressemble pas mal à l'histoire d'amour que l'on peut voir entre Jiro et Naoko dans le film. Une femme qui est malade, atteinte de la tuberculose, et son mari essaie de s'en accrocher. Finalement, les deux finissent par être atteints de la tuberculose et vont finalement mourir dans d'atroces souffrances à la fin dans un sanatorium. Génial. Donc, Miyazaki va reprendre un peu ce concept-là et il voulait rendre hommage en fait à Tatsuo Ori. Mais donc, ce qu'il ne faut pas croire, c'est que Tatsuo Ori raconte dans Le vent se lève l'histoire de Jiro Horikoshi, le personnage principal de l'histoire, de l'histoire du film. Sachant que Jiro Horikoshi est un personnage qui a réellement existé, donc une personne qui a réellement existé, qui est né en 1903 et qui est mort en 1982. Il est réellement à l'origine du chasseur zéro comme c'est présenté dans le film. Il y a beaucoup d'éléments de sa vie qui sont vrais, qui sont basés sur une réalité. Et le fait qu'il soit né en 1903, c'est évidemment pas totalement anecdotique, vu que le début du film, on est en 1918. En 1918, donc, il aurait 15 ans. Est-ce que ça tient la route par rapport au physique qu'il a et à l'âge auquel il est présenté au début de l'œuvre? J'ai l'impression que plutôt oui. Donc d'un point de vue historique, d'un point de vue chronologique, il y a tout ça que ça tient la route. Donc évidemment, Jiro Horikoshi du film est là pour rendre hommage au vrai Jiro Horikoshi, qui est peut-être aussi à l'origine de l'amour de l'aviation, que Miyazaki a évidemment beaucoup, ça on le sait, c'est une de ses passions dans la vie. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Donc ça c'est une citation qui est tirée d'un poème du coup de Paul Valéry qui a été écrit en 1920. Paul Valéry, donc un français, et d'ailleurs c'est assez amusant, c'est que dans le film, ça va être prononcé par Naoko dans la scène du train, juste avant le séisme, et elle va le prononcer en français, y compris en VO. Donc ça donne, donc un japonais qui parle en français, je te dis, ça donne quelque chose. Hein. C'est pas mal en vrai. Mais moi je trouve ça super intéressant, voir que Hayao Miyazaki rend hommage à Paul Valéry, qui a été l'un des auteurs principaux qui a contribué à son ascension dans l'animation. C'est en partie grâce à lui qu'il s'est intéressé à la littérature française, et c'est en partie grâce à lui qu'il ait pu aller là où il est, en étudiant les vieilles histoires de Paul Valéry et de Grimaud. Et ça, je trouve ça génial. Ça rend hommage en fait à sa jeunesse, ses études à la fin des années 50, début des années 60, avant que Miyazaki travaille en tant qu'animateur chez La Toreille. Et donc, si longtemps plus tard, en 2013, ça fait 50 ans qu'il travaille dans le domaine de l'animation, et donc, c'est un espèce d'hommage aussi à ça. Et moi, je trouve ça magnifique. Le film donc commence lors de la Première Guerre mondiale. La première rencontre avec Caproni se situe donc en 1918. D'ailleurs, Caproni indique clairement la guerre va bientôt se terminer. On parle de la guerre, et là on parle évidemment de la Première Guerre mondiale, qui est donc en février 1918. On sent que ça va bientôt se finir, mais bon, c'est pas encore fini. Hein. On se repose pas. C'est la guerre, les enfants. D'ailleurs, Giovanni Battista Caproni est un réel ingénieur
italien qui est né en 1886 et qui est mort en 1957. Et il est à l'origine de certains avions, les CAP numéro ce que tu veux, et il est réellement à la contribution de certains avions. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a fait le CA-309, le CA-309 qui avait l'appellation, le petit surnom Ghibli. Et oui, l'un des avions de Caproni, le CA-309, est à l'origine du nom du studio Ghibli. En l'occurrence, c'est donné en référence à un vent de Libye que l'on peut observer dans le sud du pays, donc dans les zones sahariennes, la Libye étant évidemment une colonie italienne à l'époque. Évidemment, maintenant ils sont indépendants depuis je ne sais pas quelle année, mais voilà. Donc à l'époque du CA-309, la Libye était sous possession italienne, et donc en hommage à ce vent du sud, ils ont appelé le surnom de ce CA-309 le Ghibli. Et c'est de là que vient le nom du studio mythique. C'est une petite histoire. Ça montre réellement, encore une fois, que Miyazaki, les avions, il aime bien ça. Et que connaître ce genre de petites anecdotes comme ça veut dire que t'es passionné. D'ailleurs, Hayao Miyazaki a eu un père. Katsuji Miyazaki était un PDG d'une entreprise d'aviation japonaise. Il s'occupait, je crois, des gouvernes de direction des avions, ondes de combat. Donc Miyazaki a été plongé de ça déjà par son père. C'est un espèce peut-être d'hommage aussi à son père, qui est décédé en 98, je crois. Donc un petit moment quand même. Caproni va nous dire aussi: les avions sont des rêves et les ingénieurs sont là pour les réaliser. Ça montre aussi réellement que Miyazaki, il aime les avions et il veut en faire quelque chose de magnifique. Et à travers son personnage de Jiro Rikoshi et Caproni, etc., il essaie de transmettre la beauté de l'aviation. Mais en même temps, ses côtés un peu sombres et son utilisation, évidemment, pour la guerre, malheureusement. Et Caproni, il va faire un peu ses leçons de morale un peu tout le temps à Jiro, à chaque fois qu'ils se rencontrent, dans leurs rêves, pour dire clairement, on fait des choses bien, on est des bons ingénieurs, mais finalement, c'est utilisé à des fins mauvaises. Et on n'y peut rien. Et c'est assez dommage. Ensuite, nous avons la première rencontre avec Naoko, dans le train. En l'occurrence, c'est au tremblement de terre de Kanto, de 1923. Un réel tremblement de terre qui a donc eu lieu le 1er septembre 1923, aux alentours de Tokyo. Et c'était un tremblement de terre de magnitude 7,9, qui fera en l'occurrence environ 105 000 morts. Donc c'est quand même une grosse catastrophe. Le tremblement de terre a été suivi également d'un incendie, comme le film le précise. Donc encore une fois, là on a une accroche à un événement réel, qui s'est réellement passé du coup au Japon, à cette date précise. Et donc on peut être quasiment sûr qu'on peut dater ce moment du film au 1er septembre 1923. En l'occurrence, après la rencontre avec Caproni, on est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard par rapport à 1918. En l'occurrence, ça voudrait dire que notre ami Horikoshi aurait 20 ans à ce moment-là. Jiro aurait 20 ans, 19-20 ans. Ce qui semble plutôt cohérent pour commencer à aller travailler, etc. Et moi honnêtement, j'adhère à ça. Naoko, par contre, on n'a aucune idée de quel âge elle a. Mais elle a l'air une enfant encore. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais il y a eu un petit moment de gêne. En ayant connaissance de l'âge de Jiro, moi, j'ai pas l'impression que Naoko soit majeure, voyez-vous. Bon, après, j'ai envie de dire, pas de problème, parce qu'il y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'attachement, il n'y a pas eu de déclaration d'amour à ce moment-là. Ça viendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. En l'occurrence, la Naoko, elle est largement majeure. On ne sait pas du tout quel âge elle a, Naoko, mais dire, ce que je veux dire, c'est qu'en se rappelant cette scène plus tard dans le film, au moment où l'amour commence à naître, etc., tu dis, quand Naoko dit, moi je suis tombé amoureux de vous dès les premiers instants. Et là tu dis, t'avais peut-être 15 ans et lui 20, mais à part ça tout va bien. Là t'es en mode, wesh, normal. Bon, ça c'est de l'anecdote, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Tant pis, c'est pas grave. C'est un film d'animation, nous emmerdez pas, d'accord? C'est Hayao Miyazaki. Ayez confiance. Honnêtement, la scène du tremblement de terre, je la trouve géniale. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a vraiment cette puissance déferlante de la nature. Le tremblement de terre arrive d'un coup sur une scène précise et ça fait BAM comme ça. Et la ville est littéralement soufflée. La puissance.
Ensuite, ce que j'adore aussi, c'est ce tout petit plan sur les cailloux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où les cailloux sont en train de bouger et trembler partout et tomber. Puis ça s'arrête, ça se calme, et il y a un dernier petit caillou qui fait bing bing et qui descend. C'est un plan ultra serré qui est très court, qui est axé sur aucun personnage, et qui montre réellement que la nature l'a tout ravagé, mais ça s'est arrêté. Et après, il y a une scène de silence où on voit un plan sur la ville qui a été un peu détruite, et on entend, pendant quelques secondes, le cri d'un bébé. Et ça montre que l'agitation revient. Il y a un peu la frappe, la violence, la survie, et après le calme et la réalisation. Et là, tu te dis, merde, il s'est passé un truc grave. Et là, tu es en train de chercher, probablement des gens qui cherchent des gens dans les décombres, enfin voilà. C'est la violence et la soudaineté de cette nature impitoyable. Je trouve cette scène frappante et génialement bien animée encore par Miyazaki qui, quand on parle de nature et de la puissance naturelle, Miyazaki est habitué à nous faire quelque chose d'assez grandiose dans ses films, que ce soit dans The Zeka de la Veille du Vent, dans Le Château dans le ciel, ou encore évidemment Princesse Mononoke. Ça, on a l'habitude, on connaît un peu. Ensuite, on a la petite référence à l'échec de l'avion de Caproni. En l'occurrence, le CA-60 mesurait 30 mètres d'envergure et a été lancé le 4 mars 1921. En l'occurrence, ce serait avant le tremblement de terre de Kanto. Donc c'est pas très cohérent là pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet avion énormissime qui s'est écrasé comme une merde, eh ben il a existé. Et comme dans la réalité, il s'est écrasé comme une merde et jamais été commercialisé. En même temps, vu son poids et sa masse ultra imposante, c'était un petit peu prévisible que ça allait pas tenir. Mais bon, il a essayé Caproni. Mais dans la réalité aussi. Et ça, je trouve ça fascinant. Parce qu'on se dit, ça, c'est encore un avion de Miyazaki super imaginé, fantastique, machin. Mais non, pas du tout. C'est un avion qui a réellement existé. Et d'ailleurs, la totalité des avions présents dans le film ont réellement existé. Et ça, c'est quelque chose dont on n'y pense pas. Et on n'y pense pas forcément, mais tous les avions de ce film ont existé dans l'histoire. Et la plupart d'entre eux se sont arrêtés après 1945. Après la guerre, forcément. C'était la course à l'armement, évidemment, dans les années 30, hein, que ce soit en Europe, mais aussi au Japon, évidemment. Ensuite, Jiro, il part travailler. Il part travailler chez Mitsubishi Motors. Enfin, pas Motors, vous avez cru, hein. Ouais, évidemment, c'était pas Mitsubishi Motors à l'époque, en 1927, à l'époque où il part travailler là-bas. C'était encore Mitsubishi Aéronautique, qui disparaîtra en l'occurrence en 1934 pour fusionner avec d'autres filiales Mitsubishi pour créer le Mitsubishi qu'on connaît. D'ailleurs, je crois que c'est en 1964 que Mitsubishi Motors va réellement exister et qu'à partir de ce moment-là, ça va commencer à faire des bagnoles. Mais avant, c'était dans l'armement et surtout dans l'aéronautique. Et oui, c'est vraiment Mitsubishi tel que vous connaissez avec le logo aux trois barres rouges. Oui, oui, c'est bien eux. C'est bien le même Mitsubishi. Ensuite, autre événement historique. En 1929, Jiro et son ami Honjo vont partir pour l'Allemagne pour aller regarder un petit peu les plans allemands et ce qu'ils ont fait. Notamment les Junkers. Les Junkers qui étaient aussi le fournisseur principal de la Luftwaffe à l'époque. Donc qui ont fourni l'armée de l'air allemande au régime nazi. En l'occurrence, en 1929, le régime nazi n'est pas encore en place. La montée nazie est quand même présente, mais ils sont pas encore au pouvoir. Le petit fou, là, il n'est pas encore arrivé au pouvoir, on n'est pas encore là. Mais il y a déjà aussi ces scènes qui sont très bien montrées et qui est très bien là aussi de rappeler, c'est que la persécution envers les juifs a quand même malheureusement commencé à cette époque-là. Et il n'a pas fallu attendre la montée au pouvoir de monsieur, bon, il faut pas prononcer le nom, le vol de mort de YouTube. Il faut pas prononcer son nom, vous le savez. Et bah, sa montée au pouvoir, elle n'était pas encore là, ce sera en l'occurrence le 30 janvier 1933, ce sera plus tard. Mais en l'occurrence, on reviendra dessus d'ailleurs un peu plus tard dans le film. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec les Junkers, c'est que le Junkers G-38, qui est donc l'avion qui est présenté dans le hangar allemand, va pas être un avion qui va être très utilisé par l'armée allemande pendant la guerre. Il y en aura un seul qui va... Enfin, non, il y en aura deux qui vont être utilisés pendant la guerre. L'un ne fera pas vraiment ses preuves et ce sera surtout un truc d'essai qui va pas vraiment fonctionner et je crois qu'il va se cracher lors d'un vol d'essai. L'autre sera par contre utilisé et sera abattu, je crois, en 41 par les Alliés en Grèce. Donc il sera abattu pendant la guerre. Mais c'était les deux seuls. Mais n'empêche que ce qui est vrai, c'est qu'au début des années 30, Junkers, l'entreprise, va vendre les droits, la licence à Mitsubishi. Ça, c'est véridique aussi.
Et ça, je trouve ça fascinant. Ils ont pensé à tout. Et Miyazaki a vraiment voulu raconter une espèce d'histoire dans l'histoire. C'est presque un film historique en fait, hein. On n'y pense pas assez, mais vraiment. Ce que je me suis noté aussi par rapport à Caproni, c'est que Caproni, j'ai l'impression que c'est une espèce de présence d'Hayao Miyazaki. Il y a des espèces de messages sur l'aviation, comme je l'ai dit, qui sont essayés de faire passer. Et le fait que Caproni soit que présent dans les rêves de Jiro, ça pourrait être une espèce de liaison entre le personnage et le créateur. Et moi, je trouve ça fascinant. Moi, j'adore ce qu'a fait Miyazaki parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est dans le film, en fait. Par sa pensée, par sa vision aussi de l'aviation, qui est un peu celle que transmet Caproni à Jiro. Il compare d'ailleurs aussi ces ingénieurs en aéronautique à des artistes, en disant que t'as les 10 meilleures années de ta vie, profites-en. Après, l'inspiration redescend, comme les artistes. Et je pense que Miyazaki se compare un peu à ça. Parce que Miyazaki a considéré qu'il a fait peut-être trop de films. Pour rappel, le projet du Studio Ghibli n'aurait pas dû durer au-delà de Kiki la petite sorcière. Après, ça aurait dû être fini. Mais en l'occurrence, l'histoire a continué et l'histoire a voulu que Miyazaki reste pendant très longtemps. Et bien qu'il avait soi-disant plus d'inspiration, il nous a quand même créé des masterclass bien après. Bon, un peu modeste le gars aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein. Miyazaki est très modeste. Ensuite, on avance un peu dans le temps. En 1932, Jiro est sur un nouveau projet, un projet d'un chasseur. Il va être présenté et va être mis en vol. On a l'impression que c'est une réussite, parce qu'après la séquence est coupée et on va dans une scène où on est dans un train et où Jiro est dans la montagne. Mais après un petit flashback, on se rend compte qu'en fait le chasseur s'était éclaté au sol. En l'occurrence, les tests auront lieu pas en 1932, mais en 1933, une année après. Et donc, dans cette année 1933, il y a cette nouvelle rencontre avec Naoko, avec cette fameuse scène du parapluie qui s'envole et Jiro qui l'attrape, etc. Au début, évidemment, Jiro ne sait pas que c'est Naoko, mais après la petite rencontre dans les bois, il se rend compte que c'est bien Naoko Satomi. Et donc, que c'est la fille qu'il avait rencontrée en 1923, soit 10 ans avant. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez annonciateur de la fin, c'est que à chaque fois que Naoko est présente et qu'il y a il y a un petit peu une relation qui existe entre Naoko et Jiro, donc à peu près tout le temps, euh, et ben c'est déprimant. Il y a une musique composée du coup toujours par Joey Hisaishi qui te donne envie de mourir, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Tu sens qu'il y a un truc qui est triste, qui est déprimant derrière ce personnage. Tu sais pas encore quoi, mais ça va venir. Parce elle va révéler encore plus tard, quand Jiro va faire la demande au père de Naoko s'il peut avoir la main de sa fille, et ben elle va dire je ne vais pas t'épouser maintenant parce que je suis atteint de la tuberculose, mais quand je serai soigné, je t'épouserai. Et ça, je trouve ça beau. D'ailleurs, elle dit aussi Naoko que sa mère est morte 2 ans auparavant de cette fameuse tuberculose. D'ailleurs, la mère de Miyazaki a été touchée par la tuberculose. La tuberculose est une maladie qui revient tout le temps. À chaque fois qu'il y a un personnage qui est atteint d'une maladie, t'as l'impression que c'est la tuberculose. Elle est tout le temps là. En même temps, la tuberculose était une maladie extrêmement répandue à cette époque-là. C'était pas rare de voir des gens atteints et en mourir à cette époque. La mère de Miyazaki, elle a été atteinte de la tuberculose en 1947, soit quand Miyazaki avait 6 ans. Et pendant 9 années, soit de ses 6 à ses 17 ans, il n'aura quasiment pas vu sa mère, qui a été à l'hôpital. Évidemment que ça a laissé une trace dans la tête du petit Miyazaki, qui s'est construit en fait sans sa mère, qui était probablement à l'hôpital, et son père qui était, comme on l'a dit, patron d'industrie d'aviation, qui avait probablement pas beaucoup de temps, ça l'histoire ne le dit pas. Mais voilà, Hayao Miyazaki, ce serait pas étonnant de le voir un peu solitaire. Mais il avait, je crois, 4 frères et sœurs, 4-5 frères et sœurs. Donc, voilà, il a quand même eu du soutien. En l'occurrence, sa mère ne mourra pas de la tuberculose, elle mourra beaucoup plus tard en 1980. Dans cet hôtel à la montagne, il va aussi faire la rencontre d'un Allemand nommé Castorp. Et Castorp, il est génial, parce qu'il est un peu visionnaire, le gars, il dit ouais, je pense que le Japon et l'Allemagne vont exploser si ça continue comme ça. LOL, 1945, be like. Vont mal finir, effectivement. Bien vu ça, monsieur. D'ailleurs, Castorp s'inquiète beaucoup du pouvoir nazi qui monte en puissance. Il dit oh là là, c'est horrible depuis la montée du coup de Monsieur Moustachu là, le 30 janvier 1933. Et il sait que ça va monter de plus en plus. D'ailleurs, son nom est directement donné à ce fameux dirigeant dans le film. Ce qu'on peut supposer du coup qu'on est bien en 1933 parce que, comme je l'ai dit, il est monté au pouvoir le 30 janvier 1933, en début de cette année-là. On voit que Giro aussi, il a beaucoup d'attache à son travail. Il sent que son travail est important et on voit qu'il s'en sépare pas. Et même quand il est touché émotionnellement, on le voit à certains passages,
pleurer sur son travail. Et sur ses calculs, on voit des larmes et de l'eau qui tombe dessus. Pour rendre son chéri plus heureux, Naoko a très envie de se soigner. Et donc elle va finalement aller s'installer au sanatorium. Elle va y rester pendant longtemps, mais finalement elle va décider, elle n'en peut plus, et elle décide de partir. On ne sait pas combien de temps exactement elle est restée, mais on peut, je pense, au moins une année. Après une séquence assez rigolote où on a les réunions de Giro là, qui échangent entre deux salles, entre la réunion avec le conseil d'administration et les militaires. Bon, j'ai trouvé ça assez amusant parce que les militaires ils gueulent comme des ânes et on comprend rien de ce qu'ils disent. Miyazaki, il aime bien se foutre de la gueule de l'armée. C'est un peu son truc. Les militaires, ils sont montrés comme des abrutis. Hein. D'ailleurs, le château dans le ciel, hein, pensez-y, les militaires sont super cons. Finalement, Naoko décide de partir du sanatorium. Elle a envie de retrouver Jiro, elle n'en peut plus. Et finalement, elle décide de se marier avec lui, alors qu'elle avait dit que bah, ce serait quand elle sera soignée. En l'occurrence, elle n'est pas soignée, et ils vont quand même se marier. La scène de mariage est bouleversante. Parce que Kurokawa sait très bien que Naoko va mourir. Et il le sait très bien. Sa femme, je sais pas, je pense que oui, elle le sait au fond, mais elle sait qu'ils veulent aussi être amoureux. Et je pense que Naoko, elle le sait aussi. Jiro, je pense qu'il le sait également. En fait, je pense que tout le monde sait que Naoko est condamnée s'ils acceptent. Malheureusement, j'ai envie de dire que l'amour a un peu forcé la décision. Et c'est si dur. Parce que tu sais que Naoko, elle va mal finir comme ça. Parce que la tuberculose, quoi, ça va la ravager. Et sachant qu'on a vu Jiro fumer à peu près 57 000 clopes depuis le début du film, tu dis ça va mal finir pour elle. Et c'est un peu ce qui va se passer, quoi. D'ailleurs, la sœur de Jiro, Kaio, qui est devenue médecin entre-temps, va appuyer là-dessus en disant bah t'es en train de la tuer en fait. Et finalement, elle est en train de se tuer. Parce que Naoko accepte cela. Elle est pas en mode non, Jiro, garde tes distances. Non, non, elle a envie d'être auprès d'elle. Mais elle sait qu'elle se tue à le faire. Je pense qu'elle le sait. Et c'est pour ça. Et nous, on s'en rend compte en tant que spectateur. Et c'est ça qui nous touche. C'est que Naoko est en train de se suicider en fait, limite. Et c'est très triste. C'est horrible en fait. Ah, Hayao Miyazaki, pas gentil de faire ça. D'ailleurs, il y a une scène qui est bouleversante à la fin du film où Naoko veut absolument que Jiro reste avec elle alors qu'il est en train de finir un plan pour son avion. Il a envie de fumer et Naoko dit non, reste là. Jiro dit mais c'est pas bon pour toi, il faut pas. Et Naoko dit, insiste et dit non, je veux que tu restes auprès de moi. Et finalement, Jiro fume alors qu'elle est présente. Est-ce que Jiro aurait dû se retenir? Oui. Est-ce que Naoko aurait dû le laisser faire et d'aller dehors comme il le voulait? Oui. Est-ce qu'il est complètement addict à la clope? Oui. Mais bon. euh, et est-ce que cette clope est peut-être à l'origine de décidément la fin de la vie de Naoko? On peut pas en être sûr, mais peut-être. Je sais pas si cette scène essaie de faire culpabiliser Jiro. Je sais pas, mais on pourrait. On pourrait le voir comme ça. Finalement, l'avion de Giro est fini, mais au moment où les tests sont excellents, quand l'avion atteint les 240 nœuds, tout le monde fait la fête et tout le monde est content. Sauf Giro qui a senti d'une façon ou d'une autre que Naoko était partie. Parce que oui, pendant ce temps-là, Naoko est partie pour aller soigner loin au sanatorium. Mais je pense qu'à ce moment-là, elle savait qu'elle était morte. Elle était condamnée et elle voulait mourir loin de son mari pour lui laisser que des bons souvenirs, comme Madame Kurokawa et Kaio vont l'appuyer. Et donc Jiro le sait, je pense, l'a senti, et le film va quasiment se terminer là. Jiro va finalement découvrir que ces avions ont servi pour tuer des civils et devenir les fameux chasseurs zéro qui vont être les kamikazes pendant la guerre. Et, euh, et finalement va faire une dernière rencontre avec Caproni en disant mais c'est l'enfer. Caproni lui dit c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait l'enfer. Et finalement, Jiro finit par observer une dernière fois Naoko qui lui dit tu dois vivre ta vie. Jiro acquiesce avec la larme à l'œil. Il avait vu juste. Il savait que sa femme était morte. Mais on sait aussi que ces événements ont lieu probablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est probablement 4, 5, 6 ans après le départ de Naoko de la maison. On peut pas en être sûr parce que la chronologie du moment du départ de Naoko de la maison, on ne sait pas exactement quand on est. Une chose est sûre, c'est après 33, mais c'est avant 39. Mais être plus précis que ça, c'est compliqué. Là, c'est à ce moment-là dans l'histoire, on n'est pas trop sûr en quelle année on est. Le lancement des Chasseurs Zéro, c'est en mars 1939, si je dis pas de bêtises. Donc
effectivement, on peut supposer que les tests, c'est en 38 peut-être. Donc on peut se dire, ouais, il s'est passé à peu près 4 ans. Et donc le passage avec le discours de Caproni à la fin, c'est pendant la guerre, quoi, en 41, en 42. Difficile à estimer, mais on est certainement après la guerre. Enfin, non, pendant la guerre, pas après. Et donc le film va s'arrêter là-dessus, avec une Naoko qu'on sait définitivement morte, alors qu'on voulait croire qu'elle s'est peut-être soignée, finalement, mais non. Elle est morte. Jiro l'a accepté. L'a perdu, je pense, quelques années avant cette séquence. Et du coup, finalement, l'histoire s'arrête là. Et Jiro, on ne sait pas ce qu'il devient. Mais bon, on suppose qu'il continue sa vie et continue à faire ses avions. Et finalement, Caproni et Jiro finissent par s'éloigner. Et on ne les revoit plus derrière la colline. Là où, après que Caproni ait dit à Jiro, allez viens, on va boire un verre. C'est un peu le résumé, l'analyse de ce film. Beaucoup de choses à dire, cette vidéo va être très longue au final, là je sais pas, mais je regarde, là je suis à plus de 30 minutes. Je sais pas combien de temps cette vidéo va faire, mais elle sera largement la plus longue que j'ai jamais faite. Ce film, objectivement, si je dois le présenter, il est génial. Comme un peu tous les films d'Hayao Miyazaki. C'est un film qui est incroyable, je dirais pas iconique, je pense pas que ce soit son meilleur, mais ça n'en demeure pas moins un super film. Maintenant, si je dois le présenter personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, moi? J'adore ce film. Mais j'adore ce film comme tous les films du studio Ghibli. Ce film du studio Ghibli, comme tous les autres, quasiment tous, hein, certains sont ratés, hein, on le sait, mais la plupart sont quand même pas mal réussis. Et pour moi, il fait partie des 10 meilleurs films que le studio Ghibli n'ait jamais fait. Peut-être pas tout à fait top 10, peut-être un petit peu derrière, 11-12, mais imaginez-vous que même 11e ou 12e, c'est une super place, parce que quand on vous dire que devant, il n'y a que du lourd. Et un peu à l'image d'Hayao Miyazaki, ce film est une réussite, parce que tous les films de Miyazaki sont bien. Et j'ai envie de dire peut-être que ce film d'Hayao Miyazaki, c'est que mon septième préféré parmi tous les films d'Hayao Miyazaki. Mais quand je regarde mes 6 premiers, j'ai envie de dire, bon, voilà. Et même si je regarde ceux qui sont derrière eux, parce que j'ai envie de dire, si je devais faire mon classement des films d'Hayao Miyazaki, ce serait Château de Cagliostro en 11e, donc avant Ghibli. 10e, ce serait Mon voisin Totoro. 9e, Kiki. 8e, Pogno. 7e, Le vent se lève. Mais devant, c'est 6e, Porco Rosso. 5e, Château ambulant. 4e, Voyage de Chiro. 3e, Château dans le ciel. 2e, Princesse Mononoke. Et premier, Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est évidemment très personnel, hein, ça n'a rien d'objectif, hein, bien sûr. Et voilà, ce film, je l'adore comme tous les films de Miyazaki. J'ai envie de dire, répondre à la question quel est le meilleur film d'Hayao Miyazaki, c'est aussi compliqué que de répondre à la question quel est le pire film d'Hayao Miyazaki. Parce que on n'en a aucune idée des deux. Et on peut même pas dire le pire film d'Hayao Miyazaki, on est obligé de dire le moins bon. Et c'est un peu ça. Le film, comme tous les films de Miyazaki, est génial. Et bien sûr que je le recommande à 100 000%. C'est un film génialissime, qui est émotionnellement très prononcé, parce que c'est vrai que j'ai pas eu tout de suite ce regard, mais Naoko et Jiro, l'histoire d'amour qui est développée et toute la tragédie qu'il y a autour en fait de ce film fait de Vent se lève peut-être l'un des films les plus tristes du studio Ghibli.